Bienvenue dans ce live Twitch. Je n'ai pas revérifié le décompte, je pense que c'est le 13e, me semble-t-il. Et pour l'instant, je suis tout seul et je parle tout seul, mais c'est toujours pareil pour la postérité. Et en attendant que la postérité voit ces images et que les contemporains me rejoignent, je parle tout seul, mais je ne suis déjà plus tout seul, et Jacques notamment est parmi nous, avec son alias. Bonsoir Jacques. Aujourd'hui on va parler de Circé, du chapitre Circé, qui doit être le 15e épisode, je ne sais jamais, il me semble. Comment je peux vérifier ça? Oui, comme ça. Et c'est juste après les bœufs du soleil, c'est le 15e épisode, oui c'est ça. Bonsoir Delphine et bonsoir Apple and Pears. Il faudra qu'un jour vous m'expliquiez, non, vous n'êtes pas obligé à l'expliquer, mais que vous donniez au moins un indice, une explication quant à vos alias ou quant à vos pseudos. Bien, nous sommes déjà 5 en me comptant, ou 6 en me comptant, je ne sais pas. Et Jacques, effectivement, a été détourné de la course joycienne par mon Twitch il y a 2 semaines, je crois, ou 3, je ne sais plus bien, dans lequel je faisais part de ma lassitude face à Ulysses. Je dois vous avouer que je risque de pas mal... Vous êtes déjà beaucoup lassés par ce que je dis, et ça ne va pas être très original aujourd'hui, car je vais encore exprimer ma lassitude, ou même mon ennui, carrément, disons-le, face à Ulysses. Mais voilà, et donc Jacques a été détourné de Ulysses par mon panégyrique, par les éloges que j'ai donnés il y a de cela 2 semaines, je crois, de Lobo Antunes, et il s'est donc attaqué à la splendeur du Portugal. Apple and Pears vient de terminer Sirens. Alors il faut juste à chaque fois que je repère ce qu'est le chapitre Sirens en question, parce que comme je le lis vraiment très fragmenté, et que ça fait donc maintenant 3 mois que j'ai commencé, je ne sais plus bien exactement ce qui se passe dans Sirens. Je revérifie, c'est autour de la page 200 dans l'édition Alma. Ah oui, c'est le chapitre musical. Le titre Sirens devrait me... The title should ring a bell, si je fais la vanne en anglais, mais vanne difficile à faire en français. D'accord, je crois qu'en fait, je suis désolé, mais ça me revient. Pour l'explication du pseudo, tu me l'avais déjà expliqué, Jacques, je crois. Tu l'avais déjà signalé, il me semble. Mais comme c'est vrai, je ne connais ni l'auteur de BD Van der Steen, ni le titre, et que je ne connais pas non plus le flamand, voilà, ça m'est sans doute un peu difficile. Alors Delphine a fini Circé et entame la suite. Donc elle est un petit peu plus avancée que moi, puisque dans l'édition Alma, ça s'arrête à la page 430 et que j'en suis à la page 419. Ouais, j'ai donné un gros coup de collier, puisque lundi dernier, je n'avais même pas commencé Circé. Et là, j'ai lu quasiment 100 pages de Circé. Et comme c'est à peu près illisible, j'ai à peu près renoncé à essayer de le lire de manière constructive, approfondie, etc. Et donc, je dois avouer qu'il y a vraiment des pages... Je lis pas en diagonale, mais je lis pas bien. Enfin, je lis pas de manière vraiment très, très attentive. Ça m'arrive de lire les didascalies en diagonale, enfin les longs passages de didascalies en diagonale, mais on y viendra. Et Astergirl, pour sa part, n'avance pas, mais Astergirl est un petit peu dans une major key, peut-être, comme Jacques, puisque quand j'ai avoué que je trouvais Ulysses à peu près illisible, elle s'est sentie en quelque sorte rassurée. Alors je ne me suis pas connecté à Twitter ici, donc je vais juste revérifier ça sur mon téléphone, mais il y a 1h30, je crois, Apple and Pears nous a partagé sur Twitter un lien vers une page de Radio France, 5 conseils
pour parvenir à lire Ulysse de James Joyce. C'est un article du 4 novembre 2017, dont je vous mettrai le lien éventuellement, mais là je ne l'ai pas dans l'ordinateur, donc je ne vais pas le mettre. Mais voilà, c'est un petit article rapide, et l'entretien est avec Jacques Aubert, qui était un des grands spécialistes français de Joyce, et notamment bien sûr le maître d'œuvre de la deuxième traduction intégrale de Ulysse. Il y en a deux, il y a la première grande traduction, Morel Gilbert, de la fin des années 20, et puis il y a la traduction Aubert, hein, de 2004. Et donc il donne 5 conseils pour finir Ulysse. Les voilà. Où est-ce qu'ils sont? Ah ben non, j'étais déjà passé à la 3. Et donc c'est un petit peu pour réagir à ce que disait Astergirl, qui dit pour ma part je n'avance pas. Pour ma part j'avance, mais j'avance en y allant vraiment à la serpe, parce que je continue à être vraiment, et ça fait maintenant facilement 200 pages que je suis un peu dans cette idée que c'est une espèce de gigantesque exercice de style très adroit, très habile, etc. Merci beaucoup pour le lien. Je compte toujours un petit peu sur vous dans le chat pour me suppléer quand je rate un truc. Voilà. Alors Jacques Aubert, il donne 5 conseils pour réussir à finir de lire Ulysse. Il dit, professeur émérite des universités, éditeur de James Joyce en Pléiade, ils auraient pu dire traducteur quand même, hein, maître d'œuvre de James Joyce. Donc merci pour de la part de tout le monde. Merci à Paul Perse de la part de tout le monde. Donc les 5 conseils sont: ne pas commencer par le début, et il conseille éventuellement de commencer par le dernier. J'ai pas eu le temps de lire l'article, j'ai vu juste le lien à Twitter il y a une dizaine de minutes, enfin il y a une demi-heure. Donc ne pas voir Ulysse comme un roman qu'il faut avoir lu. Si le lecteur est déconcerté, c'est parce qu'il appréhende le livre dans son unité comme un objet qu'il faut avoir lu. C'est pourquoi il préconise une lecture très performative du roman sans miser sur cette fameuse continuité du récit. Ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire que c'est une sorte de collection de poèmes en prose et de prouesses stylistiques, et que effectivement, c'est presque un petit peu un coffee table book, c'est un peu un livre comme ça de référence qu'on a, comme une anthologie de poésie. Tiens, finalement, personne ne lit Ulysse comme ce livre-là, tiens, dont j'ai parlé il y a maintenant quelques mois dans ma série Je range mon bureau. Je le prends parce que là je l'ai sous les yeux et que je le range pas, celui-là il reste sous la main. Cette magnifique anthologie bilingue de la poésie portugaise des origines au XXe siècle par Max de Carvalho chez Chandaigne, c'est génial. Et je le dis pour Jacques qui est dans Lobo Antunes. C'est une très très belle édition bilingue. Je ne sais pas combien ça coûte, parce que ça m'a été offert à mon anniversaire, parce que j'avais fait un peu de la lumière, et c'est génial. Voilà. Typiquement, moi j'en ai beaucoup lu, mais ça viendrait à l'idée de personne de prendre une anthologie comme ça et de la lire du premier au dernier poème. Donc finalement, le deuxième conseil de Jacques Aubert, il est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire de se dire, tiens, allons à la pêche, lisons par morceaux. Et quand il dit une lecture performative, je le comprends vraiment comme, oui, on va le chanter, on va le déclamer, on va lire 4 pages de Ulysse entre amis un soir, on va prendre des pots en lisant du Ulysse. C'est quand même, ça a une véritable limite pour moi, ça participe de ces réserves que j'ai vis-à-vis d'Ulysse quand même. Troisième conseil, ne pas chercher à élucider toutes les allusions. Alors ça, on se rappelle que, mais je le redis des fois que, avant même d'avoir commencé ma lecture de Ulysse, et je rappelle que cette lecture de Ulysse que j'ai commencé à partir du 2 février, j'avais fait le premier live Twitch le 2 février, le jour même du centenaire de la publication. Là, j'étais parti dans l'idée que j'allais lire Ulysse en surtout ne lisant pas les notes, ne lisant pas les appareils critiques et en ne lisant aucune littérature secondaire. Pourquoi ? Premièrement, parce que le livre est déjà extrêmement long, extrêmement lourd à lire. Si on commence en plus pour le lire, à lire toute la bibliothèque qui va avec, ne serait-ce que relire l'Odyssée ou lire la biographie de Richard Hellman. Moi, ça fait des années et des années que la biographie de Joyce par Richard Hellman, elle me fait de l'œil un petit peu, que j'ai envie de la lire et que je tourne autour et que je ne l'ai toujours pas lu. Parce que c'est pas au moment de se lancer dans Ulysse qu'il faut lire ça, parce qu'on lit la biographie, on lit plus Ulysse. Donc, y compris évidemment toutes les allusions, et j'avais bien dit que je comptais regarder le moins possible les appareils de notes. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour Circé, puisque j'ai quasiment fini Circé et j'en parle. Je vais en parler. Pour Circé, alors je vous rappelle comment je fonctionne dans ma lecture. Là, il y a un marque-page qui est un autre marque-page, mais peu importe. J'ai une première série de
de 2 marque-pages qui en général vont ensemble, mais j'aime bien en avoir 2 parce que ça me permet de éventuellement de marquer autre chose quand j'en ai besoin. J'ai un marque-page qui marque ma lecture de Ulysse. Donc là, j'en suis à la page 418. Ouf, on commence à voir la fin, à voir le bout du tunnel. Et puis j'ai un marque-page, qui est d'ailleurs une carte envoyée par ma sœur en février 2022, et où elle parlait justement du live Twitch, etc. Et je m'en sers le marque-page, encore merci Delphine. Et là, c'est le marque-page qui marque l'appareil de notes. Et bien là, pour ma lecture de Circé, je peux vous dire qu'il y a des fois, j'allais vérifier les notes, et en fait, je me rendais compte que ça faisait 15-20 pages de texte où je n'avais pas du tout regardé les notes, parce que ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est le 3e conseil de Jacques Aubert, et je le trouve effectivement, non pas judicieux, je le trouve indispensable. Lire Ulysse en se disant, je vais tout décrypter, ou même pas tout décrypter, ne serait-ce que décrypter 10% ou 20% des allusions qu'on devine à moitié, qu'on devine en partie, ou qu'on comprend pas du tout, c'est juste pas possible. Que dit-il, hein, il y a des ouvrages d'érudition sur les allusions littéraires, c'est intéressant en soi pour voir ce que Joyce en a fait, éventuellement en les déformant, ces allusions, en les dénaturant. Mais il n'est même pas indispensable de connaître l'Odyssée, parce que d'autres vous diraient qu'il faut connaître l'annuaire de Dublin de 1904 pour identifier ceci et cela. C'est amusant qu'il cite l'annuaire de Dublin de 1904, parce que dans Circé, dans les notes que j'ai regardé, j'ai vu, parce que parfois on lit telle note, puis on voit ce qu'il y a au-dessus, la note d'avant, la note d'après, et on voit qu'en fait les auteurs de l'édition Alma, il y a plein de notes qui s'appuient sur l'annuaire de Dublin en 1904, et qui disent, ah bah oui, le type qui habitait à tel numéro de rue qui est mentionné, c'était vraiment machin, ou au contraire Joyce se trompe de nom, ou c'est quelqu'un qui n'habitait là que entre 1891 et 98. Mais on s'en fout, mais c'est très bien que ça existe, c'est très bien que des érudits aient fait ce travail-là, mais globalement, pour 95% de ces références, pour 95% des lecteurs, cette recherche érudite ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment important. Oui, j'ai reçu tout à fait ton envoi. Je te l'ai pas. Bah oui, c'était vendredi. Excusez-moi, je fais les messages perso avec ma sœur. Oui, j'ai bien reçu ton envoi et j'ai oublié effectivement de te le signaler. Je te présente mes excuses. J'ai zappé parce qu'en fait, du coup, on a signalé. Il y a mon fils aîné qui est revenu d'Irlande, etc. Donc ça a dû être télescopé par ça, et du coup, j'ai oublié de remercier pour l'envoi. C'était le même jour. Donc oui, la lecture des notes, comme tu le dis, voilà, c'est fastidieux et ça ralentit. Et ça sert à rien. Enfin, moi, je me suis rendu compte, peut-être que j'ai lu 3% des notes, ou j'ai consulté 3 à 5% des notes. Je fais au doigt mouillé. Hein. J'ai consulté, ou je consulte 3 à 5% des notes, et dans l'immense majorité des cas, même ce 3 à 5% là, il n'apporte pas grand-chose à ma lecture. Il y a un certain nombre de fois où ça me donne envie, je dirais, ah tiens, c'est une allusion à telle œuvre, c'est une allusion à tel point, c'est une allusion à tel élément mythologique, ça m'intéresse ou ça m'intrigue. Mais dans l'immense majorité des cas, même ces 3 à 5% là, j'aurais pu m'en dispenser. Donc voilà, dispensons-nous des allusions et de l'appareil critique. 4e, le lire en anglais si possible. C'est quand même le maître d'œuvre de la 2e traduction qui dit ça. Peut-être que la traduction peut être décourageante parce qu'il y a des échos, des résonances qui vont échapper au lecteur. Bien qu'Ulysse soit essentiellement écrit en prose, Jacques Aubert souligne encore que le roman n'est pas dénué d'une dimension poétique et esthétique linguistiquement parlant, loin s'en faut. Je pense au débat que Virginia Woolf a eu avec son amie et amante dans les années 30, et où elle prêche pour la prose qu'elle juge supérieure à la poésie, dans la mesure où pour elle, le jeu sur les sonorités tenait trop de place par rapport au jeu sur le sens, sur le signifiant. Elle trouve que d'une certaine manière, paradoxalement, au regard de la tradition, la prose offre plus de possibilités que la poésie. Ça vaut ce que ça vaut, mais de ce point de vue-là, elle a fini par adhérer à Joyce. Sa première réaction, elle l'a dit ensuite, était celle de quelqu'un qui ne l'avait pas lu, qui l'avait ouvert et refermé, sans le lire. Quand elle l'a lu, elle a fait un acte de repentance. Bon, soit. Mais moi, je trouve que ce qu'a dit Virginia Woolf, moi, je connais que les premiers textes que Woolf a écrits au sujet de Ulysses en 1922, l'été 1922. Je trouve qu'elle met le doigt sur vraiment quelque chose. Elle met vraiment le doigt sur quelque chose qui reste et qui résonne et qui est intéressant, même quand on a lu Ulysse, ou quand on a quasiment fini, ou quand on est vraiment dans Ulysse. Et je pense, oui, qu'une édition Penguin sans note, vous suivez 2 des préceptes, des conseils de Jacques Aubert, en anglais et sans appareil critique.
Comparer ces échecs de lecture, ça c'est le 5e conseil, comparer ces échecs de lecture et leur trouver des points communs. C'est la question de la place dans l'existence des lecteurs, c'est ça qui est en cause. Si on prend le livre comme une énonciation s'adressant à une autre énonciation, le lecteur ne doit pas être là comme une machine à avaler du texte, mais comme un être humain avec son histoire, sa culture, les échos de ses autres lectures et de ses autres échecs de lecteur. Bon. C'est une auto-analyse littéraire que je préconise. C'est peut-être une des choses les plus réalistes à proposer. Eh bien, pourquoi pas? Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un de ces quatre, après tout, se dire, qu'est-ce qui finalement ne me plaît pas dans Ulysse. Je pense, c'est pas, échec de lecture, je sais pas, parce que j'arrive à le lire, en fait. J'arrive à le lire, simplement, j'y prends un plaisir inégal. C'est-à-dire, et plus j'avance dans le livre, moins j'y prends de plaisir. Très honnêtement, c'est ça aussi qui est... si j'étais pas embarqué dans le live Twitch, et tant mieux de m'y être embarqué, et désolé si je vous y ai embarqué, je ne me serais pas autant accroché, parce qu'avec l'âge qui avance, j'ai de plus en plus d'abord le sentiment que j'ai le droit de faire mes choix, j'ai le droit d'abandonner des choses, j'ai le droit d'avoir envie de faire autre chose, de lire X autres livres qui m'appellent plus ou qui m'attirent plus. Donc peut-être et très certainement, si j'avais pas fait le live Twitch, s'il n'y avait pas eu le centenaire, si vous n'aviez pas été là, si on n'avait pas fait ce petit cercle où on se parle, enfin vous commentez et moi je tchatche, si on n'avait pas fait ce petit cercle-là, j'aurais certainement pas continué et je serais d'ailleurs sur une deuxième lecture avortée après celle du milieu des années 90. Et effectivement, oui, tiens, c'est par rapport à Dublin. Oui, c'est vrai que la topographie de Dublin est très différente et a beaucoup bougé. Et je pense que c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est une question, la question de la topographie. Là, vous lancez plein de sujets de discussion intéressants. Merci beaucoup. Et alors là, super, sur Ubu et les mamelles de Tirésias, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais quand j'ai lu, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, j'y ai pas pensé, puis là j'étais encore plus ric-rac que d'habitude pour démarrer ce Twitch, donc j'ai pas du tout eu le temps de faire la moindre vérification cet après-midi, j'étais pris toute la journée dans des histoires de préparation d'examen, de rattrapage, de sujets d'oral, de trucs administratifs, donc là j'étais un peu à la bourre. Ubu, oui, il y a toute une scène, toute la scène qui rejoue un petit peu le masochisme et les Venus in Furs, etc. A aussi tout un côté, mamelle de Tirésias. Et il y a aussi tout le passage dans lequel Bloom fantasme qu'il est intronisé roi et où il y a tous ses suivants, il y a toutes ces qualités qui sont louées, qui fait très Ubu, qui fait très Jarry. Et donc ce que je n'ai pas vérifié, mais que vous allez faire pour moi, ou que je vais faire dans quelques instants, et on reviendra à la question de la topographie. Ça part dans tous les sens ce soir, c'est bien. C'est lié à l'interaction, donc c'est de quand date Ubu-Roi et est-ce que Joyce a pu le lire, a pu le connaître? Je pense que oui, parce que le livre Ulysses a été publié en fragments à partir de 1919-1920 et puis la version intégrale en 1922 comme nous le savons puisque c'est l'année du centenaire cette année en 2022, mais il me semble que Ubu-Roi, est-ce qu'il avait pu connaître Ubu-Roi? Et je n'ai pas pour le coup épluché les notes pour voir c'est ce qui me semblait, c'était que Ubu-Roi et les pièces suivantes de Jarry, du cycle de Ubu, c'était au tournant du siècle. Bon, il doit connaître, alors il a tellement traîné à Paris, ça paraît impossible qu'il n'ait pas lu ça, et très honnêtement, oui, il y a des effets d'intertexte, des effets d'intertexte, c'est toujours compliqué de définir ce qu'est l'effet d'intertexte. Quand j'affirme qu'il y a un effet d'intertexte, ça veut dire que, et je vois que Delphine a dit la même chose, elle a dit il y a un épisode très Ubu des mamelles de Tirésias, j'espère que ça te plaît ou te plaira. Non, ça m'a pas tellement plu, parce que je trouve que c'est quand même tellement surécrit, tellement exagéré, tellement... j'en reviens à ce que j'ai dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est fabriqué pour être extrêmement complexe. Et ça, moi, ça m'agace. C'est-à-dire que ça soit fabriqué en soi me gêne pas, que ça puisse être complexe ou difficile à lire, au moins pendant un certain nombre de pages, pourquoi pas, mais que ça soit intentionnellement fabriqué pour être plein d'allusions. Et c'est un peu la limite sur le 3e conseil de Jacques Aubert, c'est-à-dire lisez-le sans chercher à décrypter les allusions
les allusions culturelles sans chercher à tout comprendre. Oui, mais c'est quand même un problème aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tiens, je vais prendre une grande œuvre de la littérature, une autre grande œuvre de la littérature, mais qui est fréquemment citée, là pour le coup très explicitement, et c'est pas une allusion, c'est un effet de citation délibérée, Hamlet. Hamlet est une œuvre d'une immense complexité, mais c'est une œuvre d'une immense complexité que l'on peut, en tant que pièce de théâtre à laquelle on peut assister en la regardant, en la suivant, en comprenant l'intrigue à un niveau relativement simple, et qui ensuite a un certain nombre de lectures dans un deuxième temps, dans un troisième temps, dans une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche, qui peuvent être beaucoup plus complexes. Et puis il y a des questions qui restent irrésolues, y compris par 4 siècles de critiques dans la lecture, dans l'interprétation dramaturgique et dramatique d'Hamlet, mais qui donnent quand même, qui nourrissent la lecture de l'œuvre si on la lit, ou le visionnage, le fait de regarder la pièce, si on assiste à une représentation ou si on regarde une représentation, une captation filmée. Et donc ça c'est, pour moi, voilà, je fais une comparaison qui est un peu à la serpe un peu, mais c'est vraiment dans cet esprit-là que moi je reste arrêté par le texte de Joyce. Je le comprends, je comprends pas tout, je comprends comment il est fait, pourquoi il est fait comme ça, et j'en trouve l'intérêt limité à ce niveau-là. Alors on va quand même parler de Circé. Je voulais juste dire un mot sur la topographie, puisqu'on parle d'intertextualité. Non, avant de reparler de topographie, je veux quand même finir ce que j'allais dire sur les effets d'intertexte. L'intertexte, l'allusion littéraire ou la référence littéraire, bon, c'est pas seulement la question d'un intertexte explicite. Hamlet, cité X fois, principalement autour d'eux ou à l'origine de Stephen Dedalus, mais pas seulement. Hamlet est un intertexte explicite. Il y a des intertextes qui sont des intertextes implicites, mais dont on comprend qu'ils sont configurés par Joyce. C'est-à-dire, c'est pas un effet du hasard. Bon, l'exemple le plus évident, pour qui lit, si vous lisez une édition qui reprend les éditions de départ, c'est-à-dire sans aucun titre, c'est l'Odyssée. Parce qu'à part le titre Ulysses, rien. Il y a quand même le titre, hein. C'est quand même un élément de fléchage, mais ça reste quand même un intertexte implicite, en ce sens que surtout si vous n'avez pas les titres, vous pouvez très bien, et même vous ne pouvez pas faire autrement. Enfin, je mets au défi, si on réussit à trouver des lecteurs qui n'ont jamais entendu parler de Ulysse, mais qui ont un peu de culture littéraire quand même, qui savent lire, qui réussissent à lire, et qu'on leur fait lire, je sais pas, et qui connaissent l'Odyssée par ailleurs, on leur fait lire Ulysses, on leur fait lire le chapitre de l'enterrement. À quel moment est-ce que c'est évident que on se trouve dans une reprise de la descente aux enfers, de la mythographie de Hadès, etc., etc. Le chapitre s'appelle Hades, de par la tradition extratextuelle ou paratextuelle épistolaire de Joyce. Bon. Donc ça c'est autre chose. Et puis il y a des effets d'intertexte qui sont des effets d'intertexte dont déjà, ici, on est une demi-douzaine, on est déjà 2, Delphine et moi, à nous être dit « Oh, Ubu roi de Jarry ». Et très bien, je veux dire, Jarry, moi, j'y pense pas tous les matins. Je suis pas un jarriste fervent. Enfin, ça fait une éternité que j'ai pas ouvert Jarry. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu de représentation. Donc, vraiment, je ne pense pas à Jarry tous les 4 matins. Et néanmoins, quand j'ai lu ces pages-là, on peut les retrouver, hein, peut-être. Ça serait peut-être aussi simple. Surtout pour ceux qui ont l'édition Alma. C'est toute la scène du couronnement, hein, de Bloom. Je sais plus où c'est. Parce qu'en fait, la pièce, oui, je suis en train de dire que Circé est une pièce, mais c'est parce que ça se présente comme une pièce. On pourra y revenir aussi, éventuellement. On pourra y revenir la semaine prochaine aussi, parce que je ne compte pas traîner non plus tellement, plus d'une heure, et même peut-être moins d'une heure si c'est possible. Aujourd'hui, il y a... je ne sais pas si je vais retrouver ça. Non, là, je suis sur le passage du tribunal. Donc, il y a tout le passage où il fantasme qu'il est accusé et qu'il est au banc des accusés dans un tribunal.
Et il y a tout le passage où il se retrouve effectivement en monarque complètement délirant. C'est peut-être plus tard en fait. J'ai lu ça cette semaine et je sais déjà même plus dans quel sens sont les épisodes. Bon, ça c'est là tout le passage de la transformation en femme et du masochisme avec le dédoublement de Bella en Bello. Bon, je ne vais pas retrouver. The Sins of the Past, c'est pas là. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça a duré longtemps ce passage-là et je le retrouve pas. C'est étrange. Bon, c'est pas grave. Il se fait d'abord humilier puis couronner. Ah, t'as eu Ubu d'Anégarn dans la tête. Ah ben non, écoute, tu vois, je suis pas assez. Pourtant, je suis pas jariste, mais je suis anégarnien. Ah oui, c'est vrai, comment ça se fait que j'ai inversé. Dans mon esprit, C'était avant. Bon, peu importe. Je retrouve pas du tout le passage, on va arrêter. Donc il y a effectivement tout ce passage autour du couronnement de Bloom. Il y a toute une scène complètement farcesque dans laquelle Bloom devient une sorte de monarque absolu dont les louanges sont chantées, qui a toutes les qualités, qui est capable de tout guérir, de tout. Et donc c'est cette espèce d'élément complètement burlesque rappelle très fortement dans sa tonalité et dans son langage l'Ubu de Jarry, et notamment Ubu roi de Jarry. Donc là il faudrait aller rechercher, et sans doute qu'on a des éléments documentaires qui sont déjà très attestés, très étudiés, si je lisais de la littérature secondaire, si je lisais les articles sur le sujet, pour voir que, bah oui, effectivement, on sait qu'il a lu Jarry et que là, il y a une sorte de réécriture de Jarry. Bon. Mais c'est quand même ce que j'appelle un effet d'intertexte assumable, c'est-à-dire si des lecteurs voient cette convergence-là et que l'œuvre est antérieure et qu'il y a une chance raisonnable ou une probabilité raisonnable pour que l'auteur ait pu lire ça, bah, c'est un effet d'intertexte. Et j'ai envie de dire, même si ça n'est pas, même si c'est une probabilité faible, hein, c'est un effet d'intertexte. Alors évidemment, l'intertexte, l'impression que l'on peut avoir comme lecteur, on lit ça, on se dit ah ça me fait penser à telle autre œuvre, on se rend compte que l'œuvre est postérieure. Ça c'est ce que évidemment les oulipiens ont appelé le plagiat par anticipation, c'est-à-dire le fait que tel livre fait penser à tel autre livre ou à telle autre œuvre, ou tel film fait penser à tel autre film postérieur, ce qu'on appelle le plagiat par anticipation. Mais évidemment, c'est une manière de renverser la vapeur. C'est juste que vous, dans votre vie, dans votre biographie, vous avez vu le film de 2010 avant le film de 1990, et donc vous inversez la perception intertextuelle. Mais c'est une expérience de cinéma, de théâtre, de plastique aussi, hein, pour des œuvres de sculpture ou de peinture également, qui est quand même très fréquente aussi. Donc c'est intéressant que les Oulipiens aient donné ce nom finalement un peu ironique de plagiat par anticipation. D'accord. Donc Delphine qui a fait des recherches, je relis à haute voix ton commentaire, enfin je glose sur ton commentaire à haute voix. Delphine qui a fait un petit peu des recherches semble dire qu'effectivement on n'est pas certain que Joyce connaissait Jarry. Bon, c'est... Il connaissait donc du Jardin, mais il ne connaissait pas Jarry, ce qui paraît un peu bizarre. Mais donc il n'y a pas de certitude. Bon, c'est de toute façon dans des cas comme ça n'est pas grave. Je veux dire, c'est sans doute même d'ailleurs que Jarry lui-même s'inspire d'un certain nombre de modèles. Il y a probablement des éléments de satire qui moi m'échappent. Je ne suis pas du tout spécialiste de la satire révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle ou des satires du XVIe et du XVIIe siècle, dans laquelle il y avait souvent comme ça des monarchies parodiques, hein, des scènes burlesques mettant en scène des faux rois, des faux couronnements, etc. Et peut-être qu'en fait Joyce et Jarry, ils tirent des fils similaires à partir de lectures finalement analogues, et ils arrivent à un résultat voisin dans des projets esthétiques qui sont quand même différents. Mais voilà, ça se trouve, c'est pas Joyce qui est influencé par Jarry, c'est juste qu'ils sont arrivés à des conclusions et à des productions littéraires identiques à partir d'une tradition commune. C'est possible aussi. C'est vrai que c'est très très proche aussi. Mais effectivement, enfin, je l'ai dit ironiquement, je dis qu'il connaissait peut-être pas, on n'est pas sûr qu'il connaissait Jarry alors qu'il connaissait du Jardin, mais ça c'est le hasard. Hein, je veux dire, on rencontre tout le temps
on rencontre sans cesse, moi en tout cas, je veux dire, en particulier dans nos métiers, quand on est universitaire, mais pas seulement, hein, je vous prends toutes et tous à témoin, on rencontre sans arrêt des gens qui connaissent tel ou tel romancier, romancière, musicien, et qui n'ont jamais entendu parler de tel autre musicien, romancier, etc., qui pour nous paraît une évidence, un classique absolu, etc. Donc, et moi, ça m'arrive aussi, hein, je veux dire, il y a encore, j'ai pas d'exemple en tête, mais au cours des 10 dernières années, on a pu me sortir un groupe phare super important des années 60 ou 70, dont j'avais jamais entendu parler, et à côté de ça, je vais être capable de bassiner les gens avec des trucs complètement de niche et complètement mineurs, donc on est tous comme ça. Si Joyce connaissait Dujardin et pas Jarry, eh bien, il est comme tout le monde, finalement, de ce point de vue-là, et c'est bien, rassurant, je ne sais pas comment on peut le dire. Sur le texte, il faudrait vraiment aller regarder dans le détail, ce que je n'ai pas le temps de faire, mais après tout, ça pourrait faire partie des défis pour des live Twitch ultérieurs, d'aller retrouver, déjà si un jour je le retrouve, le texte, le passage qui nous a fait penser au moins tous les deux, donc 2 sur 6 is already a crowd, 2 out of 6 is already a crowd, et d'aller regarder dans le détail, effectivement, si quand même il y a trop de parallèles pour que ça ne puisse être qu'une simple coïncidence. Je réagis rapidement à l'allusion de Jacques par rapport au désert des Tartares et au rivage des Syrtes. Je suppose, mais là c'est vrai que tu vas me dire, hein, je comprends ça comme... d'ailleurs c'est Bouzati après Gracq, ou c'est Gracq après Bouzati? C'est Bouzati après Gracq, je suppose. C'est vrai que ce sont 2 œuvres qui ont de fortes similitudes, et je suppose que ce que tu dis, Jacques, c'est qu'en fait, celui qui a écrit le second livre... n'avait pas du tout connaissance du premier, c'est ça? J'aurais tendance à dire que Bouzati a écrit après Gracq, mais ça c'est pareil, ça se vérifie. Et ça, si vous le vérifiez pas, moi je peux le vérifier quand même. J'ai un ordinateur un peu fatigué. Alors, le rivage des Syrtes est de 51, je sens que je vais m'être encore ridiculisé et que je me trompe. Et le désert des Tartares est de 40. Et bingo, je me suis planté. Donc c'est Gracq, j'ai dit quoi? C'est Bouzati 1940 et Gracq 1951. Et Gracq, mais ça me rappelle vaguement quelque chose, parce que pour le coup, Gracq, je l'ai beaucoup lu. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Gracq a dû effectivement déclarer qu'il n'avait pas du tout connaissance du livre de Bouzati. Bien. Alors c'est vrai que oui... les mamelles de Tirésias, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais il y a peut-être parce que en fait, la raison pour laquelle Delphine fait une allusion aux mamelles de Tirésias, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est parce qu'il y a tout un passage dans lequel, alors on va peut-être, parce que c'est parti à plein pot, tout le monde est dedans, hein, on va peut-être faire une fenêtre pour ceux et celles qui savent pas de quoi on parle. On parle du chapitre, bizarrement, sans l'avoir dit, on parle du chapitre Circé, que j'ai bientôt fini de lire, qui est peut-être le chapitre le plus long, enfin un des chapitres les plus longs de Ulysses, le 15e, qui occupe les pages 308 et 403 de l'édition Alma, donc 120 pages bien tassées, comme on le sait, dans cette édition en tout petit caractère. Et dans Circé se passe au bordel, en fait. Bloom est à l'extérieur d'un bordel bien identifié et finit par y rentrer, par y retrouver Steven qui est pété comme un coin. Et en fait, les événements réels, ce qui se passe réellement, moi j'ai compris ça comme ça, je ne sais pas si c'est ça, mais les événements réels affleurent de temps en temps. Ça veut dire, il y a vraiment certaines notations qui sont très réalistes par rapport à ce qui se passe dans le bordel, notamment dans la deuxième partie du chapitre, mais il y a des espèces de scènes théâtrales complètement délirantes dans lesquelles à peu près tout et son contraire prend la parole, des personnages dont il avait déjà été question, le mort qui est enterré au chapitre 5 par exemple, Paddy Dignum, il prend la parole, mais il est en mort, en fait il est mort, c'est le cadavre de Paddy Dignum. Il y a les arbres qui prennent la parole, ça c'est des passages que j'ai préférés moi finalement, c'est tout le passage où il y a la fontaine, je crois, je sais plus, la fontaine, qui est les chênes, les ifs, voilà, tout ça, les chênes verts ou les ifs, je sais plus. Donc voilà, qui prennent la parole, tout ça. Et donc ça se présente un peu comme une scénette théâtrale, et en fait ce sont des espèces de projections fantasmatiques, à savoir que chaque événement est pensé, se transforme en une espèce de délire total dans le théâtre intérieur de Bloom, puis
dans une espèce de croisement entre le théâtre intérieur de Bloom et le théâtre intérieur de Steven. Et c'est pour ça que je confondais un peu les scènes, parce que ce sont des scènes radicalement différentes les unes des autres. Il y a une scène dans laquelle donc, il se projette en monarque absolu, adulé de tous, intronisé, dont c'est la cérémonie de couronnement. Alors c'est sans doute lié au fait que le 16 juin 1904, il y a eu cette fameuse parade, ce fameux défilé du vice-roi, de la visite du vice-roi à Dublin, etc. etc. Et donc parmi ces épisodes-là, il y a un épisode d'inversion sexuelle, puisque je crois que c'est la tenancière du bordel, Bella Cohen, je crois qu'elle s'appelle, Bella, ça c'est sûr, devient Bello, devient un homme, dans la projection fantasmatique de Bloom, et Bloom devient une femme, et il est humilié. En fait, il est humilié avec des références, pour le coup, très explicites, intertextuelles au masochisme, notamment à la Vénus à la fourrure de Léopold von Sacher-Masoch, qui est une des œuvres les plus ennuyeuses qui m'ait été donné de lire, et d'ailleurs de ne pas lire, parce que je ne m'étais pas infusé ça jusqu'au bout. Je crois que, je ne sais pas comment il faut dire, Sacher-Masoch, enfin, Sacher-Masoch, si je veux essayer de me la péter, mais je crois qu'il était un peu hongrois, ou je sais pas quoi, bon, je sais pas. Peu importe. La Vénus à la fourrure et le Dracula aussi, mon Dieu, c'est certainement les deux classiques les plus ennuyeux que j'ai jamais essayé de lire, mais bon, peu importe. J'ai même un trou sur l'auteur de Dracula, Bram Stoker, ça m'est revenu. Ça, c'est vraiment le truc incompréhensible. Bon, moi, j'ai essayé, je me suis forcé, j'ai dû finir par en lire péniblement un tiers, et j'ai pas balancé le livre contre le mur, mais pas loin quand même. Donc voilà, et donc dans ce passage-là, donc Bloom, donc en plus, il y a ce qui est très très très, alors évidemment c'est super intéressant d'un point de vue psychanalytique, du point de vue des études féministes, de très grand nombre d'éléments, c'est un passage qui est très 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 riche. Quand Bloom se représente en femme, il est humilié. Il est à la merci d'un homme qui le torture, qui l'humilie, qui le violente. Et effectivement, ça m'a pas fait penser aux mamelles de Tirésias, parce que d'abord, ces questions d'inversion d'homme en femme, etc., de femme en homme, dans la littérature, sont liées quand même à une tradition aussi gréco-romaine, très identifiée, très, très riche aussi. Donc peut-être que, voilà, là pour le coup, c'est vrai que moi, ça m'a pas fait penser à ça, parce que peut-être qu'une fois de plus, Apollinaire et Joyce, hein, comme Jarry et Joyce, ils aboutissent à des créations, à des productions littéraires ou poétiques proches, en tirant sur des fils culturels, archétypaux communs, finalement. Ah, tu adores Dracula, mais c'est bien, mais tant mieux, moi j'aime ça, j'aime qu'il y ait des gens qui... Et puis j'ai essayé il y a 15 ans, si ça se trouve, maintenant j'aimerais bien, je sais pas. Mais je vais rester dans l'hypothèse, parce que vraiment, l'idée même d'essayer de relire ce truc, c'est vraiment pas possible. Bref. Mais ce qui est sûr, alors par rapport à la... Donc là je réagissais par rapport, j'aurais pas dû dire du mal de Dracula, mais enfin, voilà, c'est pas grave, j'ai dit du mal de Dracula, là, c'est fait. Et alors je sais pas, c'est parce que aussi, j'avoue, j'ai vu le film avant, non mais je plaisante. Alors de moi, j'ai pas vu le film qui est une adaptation, je crois, la plus fidèle possible, enfin un film récent qui est une adaptation vraiment fidèle de Bram Stoker. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu, je dis pas grandi avec Nosferatu, avec Murnau, enfin tout ça, et je fais exprès de dire Murnau et Sacher-Masoch et Buzzati, parce que Asperger est dans la place, et qu'elle déteste quand je fais mon malin à faire semblant de parler des langues que je ne parle pas. Donc je fais totalement exprès, alors qu'évidemment, sinon, en dehors du Twitch, je dis Dino Buzzati comme tout le monde. Je sais plus, j'étais en train de me perdre. Je sais plus ce que je disais. Oui, si, je voulais réagir aux commentaires de Delphine sur la mise en scène des mamelles de Tirésias, Ubu, etc., façon Jean-Christophe Averti, que moi je trouve absolument irregardable au demeurant, mais qui pour le coup est un vrai parti pris. Je pense que ça a très très mal vieilli, d'ailleurs, faudrait revoir ça. Moi j'avais trouvé ça pénible à l'époque, mais voilà, je pense que ça a pas très bien vieilli.
En revanche, ce que tu dis est tout à fait vrai, c'est quand on lit, parce que Circé se présente comme une pièce de théâtre. Il y a donc ces longs passages, entre parenthèses, qui sont des didascalies, qui sont très intéressants d'ailleurs poétiquement en tant que matière littéraire, que matière verbale, mais qui sont très difficiles à lire quand même malgré tout. Euh, en, euh, je laisse les fans d'Averti faire une conversation parallèle dans le chat. Je fais semblant de rien avoir vu. Mais moi, je suis allergique aux papous dans la tête et tout ça. Donc bon, bref, ça c'est. Mais voilà. Donc je suis en train de balancer, de me faire de coriaces adversaires chez mes derniers fidèles. Donc je suis un peu dans la comment dire, presque dans la situation de Bloom qui s'imagine en train de se faire martyriser par tout le monde. C'est-à-dire, voilà, j'ai une demi-douzaine de personnes qui sont encore assez gentilles ou assez intéressées pour venir partager quelques moments avec moi le lundi soir de 6 à 7 et pour le jeter plein d'idées super intéressantes. Et voilà que je tape sur Dracula, voilà que je tape sur les papous dans la tête, qui sont évidemment les trucs préférés des personnes qui m'écoutent, peu importe. Mais je suis pas sûr que c'était avant-gardiste Averti. Je réagis aux commentaires de Delphine sur Je te filerai mon code INA. Ça a en effet mal vieilli alors que c'était très avant-gardiste autrefois. Moi je me rappelle avoir vu ça, je sais pas, moi j'avais 12 ans, un truc comme ça. Et j'avais trouvé ça complètement ringard en fait. Hein, mais bon, je sais pas. Je pense pas que je crois pas que c'était avant-gardiste. Je crois que c'était déjà de la ressucée de dadaïsme. De même que les papous dans la tête, c'est de la ressucée à la 150e sauce des choses intéressantes qu'il y a dans l'Oulipo. Mais voilà, mais c'est moi, je suis un peu un terroriste aussi, hein, ou un ayatollah. C'est pas ça la métaphore habituelle, les ayatollahs pour les écologistes. Dixit, soi-disant fondamentalistes, peu importe. Mais donc voilà, moi j'aime beaucoup certaines choses dans l'Oulipo et du coup j'aime pas du tout tout ce qui est papou dans la tête. Enfin, je supporte pas Hervé Le Tellier. Enfin bon, je vais pas commencer à faire la liste de tout ce que je supporte pas parce qu'on n'est pas couché. Mais je trouve très bien que plein de gens aiment ça. Hein. Voilà, c'est pas un problème. Ben oui, mais c'était une vitrine de l'Oulipo, mais c'était une vitrine de tout ce qui n'était pas intéressant dans l'Oulipo. La vitrine ludique, vite faite, dénuée de sens. Enfin voilà, les grands textes oulipiens, pour moi, c'est les textes de Queneau, de Pérec, c'est W ou le souvenir d'enfance, c'est les grands poèmes de Roubaud. Enfin, c'est pas que ludique, ça repose sur une écriture à contrainte extrêmement forte et ça parle de deuil, ça parle de l'expérience concentrationnaire et ça parle W ou le souvenir d'enfance parle quand même de la déportation et puis ça peut parler de choses plus gaies aussi, hein. Le grand incendie de Londres de Roubaud ne parle pas que de choses tristes mais voilà, c'est des textes littéraires qui ont un intérêt en dehors de leur fabrication. On peut d'ailleurs retrouver peut-être ma réserve fondamentale, tiens, suivons le conseil de Jacobert, qu'est-ce qui me plaît pas ou qu'est-ce qui fait que je regimbe ou que je renacle dans ma lecture de Ulysse. Et est-ce que ça n'est pas la même chose qu'avec un certain nombre d'œuvres oulipiennes que je considère comme dérivatives ou de seconde zone? Est-ce que ça n'est pas justement cette idée que si c'est fabriqué, et même si c'est très bien fabriqué, il faut que ça dise quelque chose d'important du monde, de l'expérience du monde, de l'histoire, pas forcément d'ailleurs de l'humanité, ça peut être de l'inhumain, ou du monde en dehors de l'homme, peut-être de l'humanité. Mais voilà, et donc je pense que j'ai cette réserve-là, qui, pour des raisons assez différentes pour le coup, se rejoindrait, enfin permettrait d'expliquer peut-être et mes réserves pour Ulysse et mes réserves vis-à-vis de certaines œuvres oulipiennes. Mais voilà, mais je pense qu'effectivement les papous dans la tête, c'est du divertissement. Et ce qui moi m'agaçait, c'est que c'était quand même un peu présenté comme autre chose et que ça présentait ça. Ouais, il y avait quand même, ouais, je sais pas, bon, c'est peut-être moi qui projette des choses. Mais oui, je suis pas fun, hein, puis je le suis de moins en moins, as everyone knows. Bref,
Je sais plus de quoi on parlait. On n'a jamais pu parler de topographie. Oui, je voulais parler de topographie parce qu'il y avait eu une remarque. J'ai même pas le courage de remonter sur cette remarque. C'était entre Apple Pairs et Delphine, je crois, par rapport à Dublin, au fait que la topographie de Dublin a beaucoup changé et que donc évidemment, je veux juste rappeler, parce que je ne l'ai pas cité aujourd'hui, le Ulysse par jour de Guillaume Vissac sur Fuir est une pulsion, je crois que c'est Fuir est une pulsion, toutattaché.net. Je vous rappelle que tous les jours, vous avez une phrase ou un conglomérat de phrases de Ulysse traduites avec à chaque fois, notamment toutes les variantes de la traduction, tous les différents repentirs et retraductions proposées par Guillaume Vissac. Et s'il dit ça, c'est parce que dans Fuir est une pulsion, il donne à chaque fois le lien vers la carte GPS, vers Google Maps, je crois d'ailleurs. Et également, voilà, toute la question topographique, quand on lit Ulysses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de notes, quand on tombe sur les notes, qui expliquent, ah oui, la rue passait à cet endroit-là, où il y avait le tramway qui passait de telle rue et qui n'y est plus depuis 1934, 1962, etc. etc. Donc il y a ce côté-là. Alors comme... normalement, quand on se la pète modérément, on cite Baudelaire. Je vais donc citer Baudelaire. La forme d'une ville change hélas plus vite que le cœur des mortels. En tout cas, je pense que les mortels qui connaissaient, les mortels qui vivaient à Dublin en 1904 et même à la parution d'Ulysse en 1922, ils sont morts. Mais voilà, donc Dublin a changé. Je ne sais pas si c'est plus vite que le cœur des mortels, mais elle a changé depuis évidemment l'époque décrite par Joyce et depuis le Dublin de Ulysses. Bonne soirée à Astergirl et je me doute bien que ça n'a rien à voir avec mon Roger de Dracula, j'espère bien, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que tu vas me convertir au vampirisme stalkerien à un moment donné. Mais ok, bonne soirée. Oui, donc pour parler de la topographie, effectivement, c'est pas le cas forcément d'un certain nombre d'entre nous, parce que moi, Dublin, j'y suis allé qu'une fois, 2 jours, vite fait, il y a plus de 20 ans, donc c'est pas une ville que j'ai très en mémoire. Donc finalement, le fait que la topographie actuelle de Dublin entre en contradiction avec la topographie du livre ne nous gêne pas. Mais je pense qu'effectivement, pour des gens qui vivent à Dublin, qui ont toujours vécu à Dublin ou qui connaissent très bien Dublin, il y a des effets un petit peu dissonants presque. Et je pense que c'est quelque chose de proche. Alors là, c'est pareil, parce que c'est une ville où je ne suis jamais allé, c'est une ville où je ne suis jamais allé. Ma sœur va dire que c'est faux. Et elle aura raison, parce qu'on y est allé. De Berlin. Je pensais à Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin, qui est un roman génial. Presque de la même époque d'ailleurs que Ulysses, ça doit être de la toute fin des années 20, Berlin Alexanderplatz, de Dublin. Ah oui, c'est vrai, Astergirl est parti, donc je peux arrêter de faire semblant de parler allemand. Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin, qui s'appelle Dublin en plus. J'ai pas fait exprès, je m'étais pas du tout rendu compte de l'homophonie avec Dublin. Berlin Alexanderplatz décrit de manière très précise, il y a énormément de scènes urbaines, justement de scènes de transport en commun, de la ville moderne au sens des surréalistes et au sens des futuristes, c'est-à-dire évidemment l'électricité, la publicité, ce qu'on trouve dans les poèmes en prose des surréalistes, ce qu'on trouve dans Nadja et dans L'amour fou de Breton. La ville moderne. Et évidemment, cette ville moderne, le Berlin des années 20, le Berlin de la République de Weimar, c'est évidemment pas du tout le Berlin des années 60, la guerre étant passée par là, la séparation entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est étant passée par là, et c'est encore moins le Berlin d'aujourd'hui, puisque moi j'avais un très très bon ami qui allait très très souvent à Berlin pour des raisons personnelles, et qui allait dans les années 90 et qui me disait, j'y vais, si d'habitude j'y vais tous les 4 ou 6 mois, si j'y vais pas pendant 1 an, je reconnais pas la ville. Il disait lui-même qu'il exagérait, mais c'est pour dire que voilà, visiblement Berlin c'est une ville qui entre 1995 et 2005 a radicalement changé. Et donc effectivement, je me doute que depuis la parution du roman de Dublin, qui après tout n'a même pas un siècle, Berlin Alexanderplatz, la topographie a beaucoup changé. Donc cette question de la topographie des villes qui sont construites comme ça, des œuvres littéraires qui sont construites comme ça dans un lieu extrêmement situé, extrêmement précis, et dont finalement une partie importante des outils narratifs, de l'appareil narratif repose sur des choses qui sont des choses transitoires, parce que les transports en commun,
on le sait, je veux dire, voilà, si demain j'écris un roman sur Tours de manière extrêmement précise, avec la ligne du tram, les arrêts du tram, les bus, les pistes cyclables, le bistrot qui est ci, le bistrot qui est là, j'aurais écrit ce roman en arrivant à Tours il y a 20 ans, je le relirai aujourd'hui en me disant, ah oui c'est vrai, ah oui c'est vrai, ah oui c'est vrai. Tout a changé. Enfin, il y a quelques repères essentiels, primordiaux qui ne bougent pas. Les gares, la place, l'hôtel de ville, la Loire, elle change pas trop. Il la déplace pas trop quand même en général. Mais globalement, les grands repères ne bougent pas. Mais tout ce qui est tout ce qui est le discontinu, le discret, lui, il change. Et il change en 20 ans. Ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans que je vis à Tours. Et je sais que un très grand nombre comme ça de repères topographiques ont changé. Donc ça c'est quand même très, très marquant aussi. Donc voilà. Sur la... Oui, Delphine dit à se casser le nez sur le mur, parce que quand Delphine et moi sommes allés à Berlin avec nos parents, c'était à l'époque du mur, c'était en 85. Donc c'est des souvenirs un peu lointains. Donc on y est allé, mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'on n'y est pas trop allé, parce qu'on y est resté 2-3 jours, quoi, en tout, ouest et est. Voilà, il n'y avait pas de tramway avant 2013 à Tours, hein, il est arrivé en 2013. J'y ai vécu à cette époque. À Pollenperz, la remarque est sur Berlin, là aussi, hein, je suppose. Mais oui, je suis un petit peu perturbé par le fait que quand vous avez parlé là, de topographie à propos de Ulysses et donc de Dublin, l'exemple qui m'est venu en termes d'intertextualité ou de comparaison, c'est Berliner Alexanderplatz, parce que j'étais parti sur la ville, la grande ville, la capitale, l'époque aussi, l'entre-deux-guerres, et je me suis rendu compte que dans un deuxième temps, qu'en fait, le nom de l'auteur, Alfred Dublin, j'ai rien lu d'autre de Dublin, je sais qu'il a écrit plein d'autres livres, c'est Dublin quand même. Ça me perturbe beaucoup, cette homophonie, cette quasi-homophonie entre l'anglais et l'allemand, que j'avais pas du tout, à laquelle je pense que je n'avais jamais pensé, et qui est sortie comme ça. Ah d'accord, non, c'était à Dublin. Ok. Je réagis toujours au chat. Bien, finalement, j'ai réussi à ne pas du tout parler de ma lecture de Circé, mais on a parlé de Circé quand même. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai terminé Circé, parce que j'en ai lu plus de 100 pages. Il m'en reste à peine une dizaine, donc ça va, c'est bien. Et je vais donc essayer d'attaquer le chapitre suivant. J'aimerais arriver au bord du morceau de choix, du morceau de roi, du monologue de Molly Bloom. J'aimerais y arriver d'ici la semaine prochaine, ça serait pas mal quand même. Dans l'édition Alma, il commence à la page 521. C'est ça, je suis juste en train de vérifier. Donc il faudrait que je m'envoie 100 pages d'ici lundi prochain. On pourrait parler de tout ce qu'il y a avant le monologue de Molly Bloom. Et ensuite, je pourrais me lire Penelope, also known as le monologue de Molly Bloom. Et bien finalement, et si ensuite je faisais ça, on aurait fini de lire, moi j'aurais fini de lire Ulysses au lundi 30 mai. Mais enfin, on n'y est pas, il y a beaucoup de choses d'ici là. Voilà, alors il n'y a pas que la pharmacie qui n'a pas changé à Dublin, je pense, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je pense que, par exemple, puisqu'on parlait tous ces romans qui sont écrits sur les grandes capitales. Alors les romans qui sont écrits autour de plus petites villes, de villes de province, etc., c'est encore autre chose. C'est comme les films d'ailleurs. Alors, en France, on sait qu'on a tous ces films des années 70 qui ont été tournés à Lyon, qui ont été tournés à Rouen, etc. Et dans lesquels finalement on reconnaît pas mal. Parce que les films tournés à Paris, c'est tous les films qui sont... Enfin, c'est la moitié des films qui sont tournés à Paris, dans lesquels à un moment donné, il y a un lieu vraiment reconnaissable, identifiable de Paris. Quand on pense aux romans qui sont comme ça écrits... dans lesquels la topographie de la capitale joue vraiment un rôle très important. Moi je pense à des villes européennes, mais on a parlé de Lobo Antunes. Il y a un très grand nombre de romans de Lobo Antunes qui convoquent toute la province, qui convoquent bien sûr évidemment aussi tous les camps de détention de toute l'époque dictatoriale, Pénichier, etc. sur la côte. On avait visité ça nous en 96, c'est un souvenir bouleversant et super beau en fait. C'est super beau, Pénichier. Je pense à ça parce que le dernier roman de Lobo Antunes que j'ai lu, qui est un des tout premiers, Fado Alexandrino, parle beaucoup de Pénichier en fait. Mais Pénichier revient souvent dans les romans de Lobo Antunes. Voilà, il y a beaucoup de romans de Lobo Antunes où c'est Lisbonne, avec une grande originalité. Lisbonne et puis Porto aussi parfois. Donc c'est pareil, je me doute que s'il y a tel roman de
pourrais pas dire lequel, là, comme ça, à brûle pour point, mais s'il y a tel roman de Lobo Antunes dans lequel la topographie de Lisbonne est relativement marquée, avec des repères assez nets, encore que ça n'est pas du tout comme chez Dublin ou comme chez Joyce, mais je suppose que c'est pareil, un lecteur d'aujourd'hui, si c'est la topographie des années 70-80, ça a déjà bougé, et puis un lecteur de dans 50 ans, ça aura bougé beaucoup plus encore. Voilà, je n'ai pas l'intention je m'étais, évidemment, j'avais corné quelques pages, j'avais griffonné quelques bricoles dans les marges, histoire de meubler si jamais on n'avait pas eu grand chose à dire, mais vous avez eu beaucoup de choses à dire, vous m'avez lancé un certain nombre de perches, et je vous en remercie. Vous m'avez tendu plutôt des perches, on tend des perches, on lance pas des perches. On lance des perches, ça va faire mal. Ah oui, les Nestor Burma, très évident, ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que les Nestor Burma aussi, quand on y pense, Maigret je connais très mal, mais Nestor Burma, quand Tardy en a fait plusieurs en BD, il s'est vraiment amusé à essayer de reproduire un certain nombre d'éléments d'architecture du 13e arrondissement notamment. Je me rappelle plus si c'est Brouillard au pont de Tolbiac, je crois, où il y a en plus toute une réflexion sur la topographie des rues, je crois, ça me revient, peut-être que tu cites Nestor Burma, et c'est pas moi le spécialiste de romans policiers, c'est toi Delphine, mais dans Brouillard au pont de Tolbiac, il y a ça, il y a tout un monologue extrêmement drôle, à la fois émouvant et drôle, sur le fait qu'il prend plein de noms de rues, il faudrait retrouver ça, mais tu as peut-être ça déjà en tête ou sous la main, mais il énumère un certain nombre de noms de rues, c'est repris je crois dans la BD de Tardy, il énumère un certain nombre de noms de rues et il dit qu'à chaque fois les rues ne correspondent pas du tout à ce qu'elles décrivent, quoi. Grosso modo, rue de ceci, il n'y a pas ça, quoi. Rue des fleuristes, il n'y a que du béton, enfin voilà, c'est pas une citation, c'est pour donner une idée. Alors ça, Carablac, je sais même pas ce que c'est, donc là tu m'as perdu, c'est... mets-nous un lien dans le chat, qu'on se couche, enfin que moi déjà je me couche moins bête, et puis après je pourrais mettre fin aux élucubrations pour ce soir. Mais enfin c'était pas trop des élucubrations, j'espère, puis en tout cas voilà, on a pu réagir, enfin j'ai essayé de réagir aussi à ce que vous me disiez. D'ailleurs, du coup, j'ai pas eu le temps de vous lire quelque chose dont j'avais pensé parler dans ce live Twitch, mais je vais essayer de le retrouver quand même. Je vais essayer de le retrouver quand même, si je peux vous piquer 3 minutes de plus, parce que dans le... où est-ce que c'est ? Attendez que je dise pas de bêtises, parce que comme vous le savez, je télécharge ces vidéos ensuite sur YouTube, et il y a des personnes qui regardent ces Twitch, non pas en direct, mais qui les regardent ensuite sur YouTube, et j'ai eu un commentaire assez long et très intéressant sous le dernier Twitch, le live Twitch 12, celui correspondant au Twitch de lundi dernier, le 9 mai, et je vous lis ce commentaire, c'était par rapport à Lobo Antunes justement. J'avais prévu à moitié de commencer par ça, puis on va finir par ça. Merci pour le lien, Delphine, à propos de Carablac. J'irai regarder ça avec intérêt. Donc c'est le nom de l'autrice, ok, parce que Carablac, ça aurait pu être un nom de détective aussi, c'était relativement crédible. Je vous lis ce qu'écrivait, donc ce qu'a écrit il y a quelques jours R. Touches, ou Touches, je sais pas, ou Tosques, je sais pas comment il faut dire, et je suis désolé si vous me regardez et que je prononce mal votre nom, ça me fera l'occasion de corriger dans un commentaire YouTube. Bonjour, dans une vidéo, vous aviez parlé d'Antonio Lobo Antunes, et il se trouve que dans Conversation avec Antonio Lobo Antunes de Maria Luisa Blanco, il parle justement de Joyce dans les mêmes termes que vous. Ça reste succinct, mais je pense que ça peut vous intéresser quand même. Et alors, vous allez voir, c'est pas que ça peut m'intéresser, c'est que ça m'a passionné. Je vous lis la citation de cet extrait, page 25-26 des Conversations avec Antonio Lobo Antunes de Maria Luisa Blanco. C'est des livres que j'ai pas lus. J'ai rien lu. Lobo Antunes, il a écrit des livres de chroniques et il y a des livres d'entretien aussi, dont certains sont traduits en français. Je les ai jamais lus, mais à un moment donné, il faudra. Je vous lis ça. Hier, je relisais Ulysse de Joyce et je considère que ce roman est fabuleux du point de vue de sa richesse verbale, mais en même temps, je l'ai trouvé un peu ennuyeux parce que je ne comprenais pas à quoi servait cet extraordinaire étalage verbal.
La pirouette pour la pirouette, cette fabuleuse démonstration d'une immense capacité verbale, je trouvais que ça tournait un peu à vide parce que ça ne servait pas l'histoire dans le sens de l'efficacité narrative. Et enfin, c'est quand même... Enfin, ça m'a... Ouais, ça m'a fait plaisir. Ça me fait pas plaisir qu'on dise ça de Joyce. Ça me fait plaisir que ma réserve vis-à-vis de Joyce m'ait fait penser à Lobo Antunes et que finalement Lobo Antunes ait dit ça aussi et pensé ça aussi. Il est certes important de dominer le langage, les mots. Là, je continue à citer Lobo Antunes. Je recommence à citer. Il est certes important de dominer le langage, les mots, mais en ce qui me concerne, ça m'ennuierait beaucoup si je m'en tenais là parce qu'on finit par se rendre compte que ce n'est pas ce qui importe le plus. Ce qui est important, c'est que le livre se fasse tout seul. Ça, c'est super Lobo Antunes. C'est que le livre se fasse tout seul, qu'il existe en soi et vaille quelque chose par lui-même et pas que ce soit nous qui l'ayons fait. Que le livre soit intelligent et pas que nous le soyons nous. Dans le cas de Joyce, on voit constamment combien il est habile, son talent d'écrivain nous en impose et on remarque tout le temps que c'est lui, Joyce, en personne, qui tire les ficelles. Ça me fait penser aux fois où je parle avec des Français. J'ai toujours l'impression qu'ils me disent « Regarde comme je suis intelligent ». Ce n'est pas nous qui devons être intelligents, c'est le livre qui doit l'être. Eh bien, effectivement, il a mis, alors là, c'est là où il va quand même, parce que Lobo Antunes est un immense génie, allez, je vais dire le mot, j'aime pas employer ce mot-là, mais tant pis, est un génie, donc est un immense penseur, créateur et donc très très grand romancier, et moi non. Et donc là où Lobo Antunes met le doigt beaucoup plus loin que moi et développe ça de manière beaucoup plus intéressante que moi, c'est finalement le fait que c'est l'effet texte sur le lecteur. Et effectivement, ça, il a mis le doigt sur ce que je n'avais pas réussi à formuler, qui est que dans le texte de Ulysses, il y a en permanence, et même dans des passages, même peut-être encore plus, dans les chapitres les plus fabriqués, comme la fausse pièce de théâtre fantasmagorique délirante de Circé, comme dans les parodies de journaux qu'on a à un autre moment, comme dans les 32, ou je crois, pastiches des Oxen of the Sun, on a sans arrêt un écrivain fabricateur. On a un créateur fabricateur qui est James Joyce, qui est une sorte de démiurge, qui est sans arrêt en train effectivement de faire de l'étalage verbal ou érudit. Et c'est ça, effectivement, qui me déplaît, ou qui fait que je ne jouis pas totalement, ou que je ne prends pas un plaisir très, très grand à la lecture de Ulysses, c'est parce qu'il y a ce côté-là. Et donc voilà, donc je voulais partager avec vous cette citation, les conversations avec Antonio Lobo Antunes, et je remercie énormément cet internaute qui me suit via YouTube, d'avoir contribué à ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me parle beaucoup et qui me fait avancer aussi, et c'est important. Et je terminerai aussi là-dessus, puisque Jacques Aubert dit qu'il faut réfléchir à son échec vis-à-vis de Joyce, ou réfléchir à ses réticences, essayer de décrypter ses propres réticences vis-à-vis de Joyce. Eh bien, faisons-le, mais faisons-le, franchement, quoi. Donc, un petit peu... voilà. Donc, oui, Lobo Antunes est plus quand même... Enfin, c'est pas que c'est facile à lire, Lobo Antunes, hein, on peut difficilement dire ça, oui. Mais oui, je trouve, en fait, c'est un peu Joyce. Et puis c'est pareil, c'est ce que je disais aussi, c'est finalement, on en arrive à un univers extrêmement étriqué. C'est-à-dire, finalement, le passage de Circé, il convoque un très grand nombre d'éléments culturels de la littérature mondiale, etc. Mais c'est pour déboucher sur quoi ? Sur les projections fantasmatiques extrêmement... étriqué finalement d'un homme d'âge moyen et d'un jeune homme qui vont au bordel à Dublin. Voilà, ils vont au bordel à Dublin. C'est pas extrêmement intéressant comme et c'est une manière effectivement pour Joyce d'essayer de transmuer en permanence des trucs, des choses un peu dérisoires en grande œuvre d'art. Sauf qu'en fait, ça reste pour moi au niveau, ça finit sans arrêt par retomber dans ce que ça représente, c'est-à-dire le dérisoire. C'est-à-dire ça le transmue pas, en fait. Ça reste dans le dérisoire. C'est très méchant ce que je dis, mais bon, c'est parce que je le formule mal et je le formule sans l'avoir vraiment préparé, pensé, etc. Mais on continuera à travailler là-dessus, à élaborer là-dessus. Bien, sur ces bonnes paroles, on a bien avancé, je trouve, et
eh bien, bonne continuation de lecture de Joyce ou d'autres choses, hein, ou de Lobo Antunes, ou de Cara Black, ou de je ne sais quoi encore. Oui, je suis d'accord, on va pas épiloguer maintenant là-dessus, Delphine, mais je suis d'accord, oui, c'est le quotidien du domaine du mythe. Oui, mais c'est un mythe qui est écrit d'une manière tellement complexe et tellement érudite que c'est un mythe c'est un mythe qui ne se réadresse pas à toutes les personnes qui vivent le quotidien. C'est aussi, il y a ça, c'est-à-dire c'est le quotidien mythifié par des gens qui ont une immense culture. Et, et je dis pas qu'il faut en permanence écrire des romans dans lesquels le quotidien mythifié, de tout le monde, et principalement des gens qui ont peu de culture savante, je dis pas ça. Mais je dis que c'est quand même pour moi une limite. C'est-à-dire, si on est tous là et que finalement tout le monde est en train de dire, mais en fait on ne comprend pas la moitié des allusions culturelles ou linguistiques du texte, ça veut dire qu'en fait personne ne peut les comprendre. Enfin, je ne suis pas en train de nous mettre sur un piédestal, mais enfin, nous tous qui sommes là, si ça fait 3 mois qu'on perd une soirée tous les lundis à faire des Twitch et qu'on s'accroche et qu'on lit Ulysses, etc., c'est qu'on fait déjà partie quand même, je suis désolé, d'une minorité en termes de connaissances, de goût pour la littérature de culture. Et même nous, cette mythification, elle nous passe au-dessus. Enfin, c'est ça, c'est pas le fait de mythifier le quotidien ou de chercher à montrer que le quotidien est mythifié qui me pose problème. C'est le fait d'avoir cette espèce d'immense écart entre le dérisoire et le supra-érudit. Et que finalement, le texte, il est jamais dans l'intervalle entre ces deux choses. Il est dans c'est du super dérisoire et c'est du super érudit. Mais bon, comme pour Dracula tout à l'heure avec, j'ai failli dire son vrai nom, avec Astergirl qui n'est plus parmi nous, comme pour Dracula, je suis ravi que certaines s'éclatent avec Ulysses, hein, Delphine. Si tu t'éclates avec Ulysse, et si, comme tu l'as dit, tu l'aurais pas lu, tu n'aurais jamais fait l'effort de le lire, ou tu n'aurais jamais eu l'idée de le lire en entier jusqu'au bout, etc., sans le centenaire et sans, entre autres, je sais, le podcast de Shakespeare & Co. et ce Twitch, tant mieux. C'est merveilleux, super. Mais c'est quand même une... Voilà. On réagit pas pareil, tant mieux. Oui, voilà, c'est ça. Oui, le livre... Mais Joyce le dit, hein. Joyce le dit de manière très humoristique. Il l'a dit par ailleurs que ce livre était un livre qui demandait à son lecteur de passer sa vie à le lire et à le commenter, à l'interpréter. Donc il le savait qu'il avait. C'est pour ça aussi, moi je pense qu'il y a un côté canular quand même, malgré tout. Il y a un côté canular. Comme canular, c'est lourd quand même. Hein. C'est un canular pesant, c'est un canular chronophage quand même. Hein. J'exagère parce que il y a plein de choses qui sont produites par ce texte-là et par cette œuvre-là qui vont bien au-delà du canular. Mais enfin, il y a un côté canular, quoi. Il y a un côté, je vous ai bien eu, vous comprenez rien, vous allez être obligé de chercher pendant des heures. Et je trouve que c'est un peu gratuit. Je n'arrive pas à me défaire de l'idée en le lisant que c'est pas globalement motivé, quoi. Et c'est en ça que je rejoins vraiment, je rejoins Lobo Antunes. Oui, je rejoins Lobo Antunes, et lui il va au-delà de moi dans sa perception du texte. C'est-à-dire, voilà, l'œuvre doit être intelligente, pas l'écrivain. Et je trouve ça très très juste, en fait, c'est superbement dit. L'œuvre doit être intelligente, on ne doit pas se dire quand on le lit que l'écrivain est intelligent. Et c'est une vieille différence aussi que moi j'avais entendu formuler à quelqu'un qui s'appelle Philippe Adeng, Adang, je ne sais pas comment il faut dire, je crois qu'on lui disait Adeng, lui, il disait, je ne sais pas s'il est mort ou pas, Philippe Adeng, qui est un romancier et peintre qui a fait plusieurs livres très intéressants dans les années 80-90 et qui avait dit, pour moi, c'est pas un écrivain, c'est un homme de lettres. Il faisait cette distinction-là. Et voilà, donc c'est pas la même chose, hein, mais c'est pour dire, voilà, c'est ce que Lobo Antunes dit de l'intelligence de l'écrivain par opposition à l'intelligence de l'œuvre. Je trouve ça extrêmement performant et extrêmement stimulant comme distinction. Ouais, je connaissais pas. Ah, d'accord, il y a les Wake Watchers qui se réunissent pour lire une page de Finnegan's Wake. Mais voilà, alors Finnegan's Wake, ça va au bout du truc, quoi. C'est-à-dire, c'est juste, alors là, pour le coup, personne ne peut comprendre. Donc, c'est c'est du langage délirant, ultra construit, du conglomérat de 15 langues différentes à chaque mot. Ok, très bien,
c'est fait comme ça, et à la rigueur, ok, bah, allons-y, performons-le, quoi. Mais bon. Ouais, mais c'est ça, oui, on est des curés. On fait une analyse de texte toutes les semaines sur le même bouquin. On est des curés, sauf qu'on fait pas trop des analyses de texte. Hein. Enfin, cette semaine, le sermon, il était pas très constructif. Il était sans doute très constructif, mais il était polyphonique et pas construit en tout cas. Bien, sur ce, mes frères, mes sœurs, mes bien chers frères, non c'est quoi, je sais pas, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, ite missa est, je, je vais vous laisser. Et merci beaucoup pour ce Twitch qui était très dense et très riche et j'espère pas trop headache inducing. À bientôt, à lundi prochain a priori, sans problème.